n'avez-vous jamais vécu ces moments où votre monde entier bascule en un instant? Où tout ce que vous pensiez savoir, tout ce en quoi vous croyez, s'effondre sous vos pieds? C'était mon cas. Je me tenais dans le couloir, serrant si fort un verre d'eau à moitié plein que je craignais qu'il ne se brise dans ma main. Je n'étais pas censé l'entendre. Je passais simplement devant la chambre, notre chambre, en me dirigeant vers la cuisine, quand j'ai entendu la voix de ma femme, douce, intime, pas pour moi. Je n'ai même plus envie de le serrer dans mes bras, dit-elle en riant. Ce rire cruel et détaché qui me disait qu'elle avait déjà pris sa décision à propos de n'importe quoi ou de n'importe qui elle parlait. Je me suis arrêté net. Elle était au téléphone, allongée sur notre lit, le dos tourné vers la porte, les jambes croisées aux chevilles, balançant paresseusement dans l'air comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, les oreilles tendues, le cœur battant dans ma poitrine. Sa voix est tombée à un murmure, mais j'ai quand même saisi chaque mot. Je sais. C'est juste que je ne ressens rien quand il me touche. C'est comme si je le tolérais, tu sais? Ce n'est pas excitant. Silence, puis un autre rire doux et complice. Bien sûr que je dois juste faire attention. Il n'est pas stupide. J'ai expiré lentement par le nez, contrôlant la rage qui bouillonnait en moi. Les mots n'étaient même pas le pire. C'était son ton, cette indifférence désinvolte, cette confiance suffisante, comme si elle ne me rejetait pas seulement, mais qu'elle me dépassait déjà, comme si j'étais une blague. Ma main s'est serrée autour du verre et, pendant une seconde, j'ai voulu entrer et exiger des réponses. À qui diable parlait-elle? Que voulait-elle dire par faire attention? Mais alors, quelque chose en moi s'est glacé. La confrontation ne changerait rien. Cela n'annulerait pas ce que je venais d'entendre. Non, j'avais besoin d'une approche différente. Elle ne voulait plus me serrer dans ses bras, très bien. Elle n'aurait pas à le faire. Elle ne ressentait rien quand je la touchais, parfait. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne sentirait plus jamais mon toucher. Elle pensait que j'étais un idiot crédule, un homme prévisible qui réagirait soit par la colère, soit par des supplications pathétiques pour son affection. Elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai fait demi-tour, suis retourné dans le couloir, posé mon verre d'eau sur le comptoir, et j'ai laissé ces mots s'installer dans mon esprit comme un poison à propagation lente. À partir de ce moment-là, ma femme n'existait plus pour moi. Elle voulait de la distance, elle allait découvrir ce que ressentait une véritable distance écrasante pour l'âme. Et quand le moment serait venu, elle allait regretter de m'avoir un jour tenu pour acquis. Elle ne le savait pas encore. La beauté du silence, c'est qu'il peut être l'arme la plus acérée du monde. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas argumenté. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté de demander comment s'était passée sa journée, j'ai arrêté de lui prendre la main, j'ai arrêté de faire des efforts. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Et au début, elle n'a même pas remarqué. Les premiers jours, elle était trop absorbée par son petit monde, envoyant des SMS, souriant à son téléphone, fredonnant en s'habillant pour le travail. Elle pensait probablement que j'étais juste fatigué, distrait ou dans une de ces humeurs où les hommes se retirent sans raison. Parfait. Elle ne soupçonnait rien. Au dîner, je m'asseyais en face d'elle, mangeant machinalement, sans faire de conversation. Elle levait à peine les yeux de son assiette. La nuit, quand elle avait l'habitude de se blottir contre moi, je me retournais, laissant un gouffre froid entre nous. Elle n'a pas dit un mot, pas encore. Il a fallu une semaine avant qu'elle ne commence enfin à remarquer. Et, dit-elle un matin alors que j'étais à l'évier en train de rincer ma tasse de café, ça va? Je tournai légèrement la tête, la regardai droit dans les yeux et souris. Oui, pourquoi ne le serais-je pas? C'était un vrai sourire, mais pas celui auquel elle était habituée. Il n'y avait rien de chaleureux dedans. Elle cligna des yeux. Je ne sais pas, tu as été silencieux. J'ai haussé les épaules. J'ai juste réfléchi à des choses. C'était tout. Pas d'explication supplémentaire. Elle hésita, attendant que je m'étende, mais je ne l'ai pas fait. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé mes clés et je suis parti travailler. Laissons-la se demander, laissons-la ressentir l'incertitude, la même incertitude que j'avais ressentie en me tenant dans ce couloir, en entendant ma femme dire qu'elle ne voulait même plus me toucher. Les petites coupures ont commencé. Ce sont les petites choses qui l'ont affectée en premier. Elle adorait les soirées cinéma.
Nous nous blottissions sur le canapé, partagions une couverture et regardions tout ce qu'elle choisissait. Alors, quand elle est rentrée un vendredi soir et m'a trouvé déjà en train de regarder quelque chose sans elle, j'ai vu le scintillement de surprise sur son visage. « Tu as commencé sans moi ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Je n'ai pas mis le film en pause, je ne me suis pas décalé. Elle est restée là une seconde, puis s'est assise à l'autre bout du canapé, mal à l'aise étendue. Bien. Le lendemain, je suis rentré tard, plus tard que d'habitude. Elle m'attendait. Où étais-tu ? A-t-elle demandé, appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. J'ai haussé les épaules en posant mes clés. Dehors. Avec qui ? Juste quelques personnes. Son froncement de sourcils s'est accentué. Des gens ? J'ai rencontré son regard, mon expression illisible. Oui, des gens. Puis je suis passé devant elle, la laissant à sa propre imagination. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un scintillement de quelque chose dans ses yeux, l'inquiétude, le doute. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée. Elle avait l'habitude que je m'inquiète, que je demande, que je me batte pour son attention. Mais je ne jouais plus ce rôle. Elle voulait que je sois un bruit de fond dans sa vie, très bien. Elle pouvait essayer de vivre dans le silence. Ces fissures ont commencé à apparaître. Le vrai changement est survenu après 2 semaines. À ce moment-là, je n'étais plus seulement silencieux, j'étais absent. Physiquement, j'étais là, mais émotionnellement, mentalement, j'étais parti. Je me déplaçais autour d'elle comme si elle était un meuble, parlais en phrases courtes et polies, n'initiais jamais de conversation. Et lentement, elle a commencé à craquer. « Tu veux sortir dîner ce soir ?» a-t-elle demandé un soir, essayant d'avoir l'air décontracté. Non. Elle hésita. On pourrait essayer ce nouveau restaurant dont tu parlais le mois dernier. J'ai levé les yeux vers elle. C'était un test. Elle voulait voir si je m'en souciais encore, si je sauterais sur l'occasion d'une bonne soirée ensemble, impatient de rentrer dans ses bonnes grâces. Je ne l'ai pas fait. Je n'en ai pas vraiment envie, ai-je dit. Puis je suis retourné à mon livre. Le lendemain matin, elle a légèrement touché mon bras alors que je m'habillais. J'ai tressailli, pas de façon dramatique, juste assez. Assez pour qu'elle le remarque, assez pour qu'elle ressente le rejet qui s'était lentement insinué dans notre maison. Elle a reculé comme si elle était brûlée. La première vraie fracture. Elle commençait à ressentir le poids de mon absence, le début de son désespoir. Quelques nuits plus tard, je l'ai entendue dans la cuisine, essuyant agressivement les comptoirs, une habitude nerveuse. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a attrapé une bouteille de vin et 2 verres, est entrée dans le salon et les a posés sur la table basse. J'ai levé les yeux de mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle m'a donné un sourire hésitant. Je pensais qu'on pourrait prendre un verre ensemble. Ça fait longtemps. Elle essayait, essayant de réparer quelque chose qu'elle n'avait même pas réalisé avoir cassé avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé le vin, puis elle. Puis je me suis levé. Je vais me coucher, ai-je dit en m'étirant. Son visage s'est affaissé, pas de façon dramatique, mais suffisamment. J'ai vu le flash de déception, la panique rapidement masquée. Je l'ai laissée assise là seule avec 2 verres de vin qu'elle allait maintenant devoir boire seule. Et c'est là que j'ai su. Elle commençait à comprendre, commençait à le ressentir, la solitude, le vide, la lente et suffocante réalisation qu'elle n'était plus spéciale, que sa présence ne m'excitait plus, que je pouvais passer des journées entières sans penser à elle. Et cela la tuait. Je me suis couché cette nuit-là, fixant le plafond, l'écoutant fermer doucement les portes des armoires alors qu'elle rangeait les verres à vin. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément. Parce que ça, ce n'était que le début. C'est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Son désespoir avait déjà commencé à montrer de petites fissures dans son indifférence soigneusement construite. Un regard qui s'attardait trop longtemps. Une question qu'elle répétait parce qu'elle n'écoutait pas vraiment, trop perdue dans sa propre culpabilité. Elle n'avait pas l'habitude de se sentir ignorée. Mais elle ne savait toujours pas que je savais. Cela a changé 3 semaines après l'avoir entendu parler de ne plus vouloir me serrer dans ses bras. C'est cette nuit-là que j'ai confirmé l'affaire. Le moment où la vérité m'a frappé. Elle avait été prudente, je lui accorde ça. SMS tardif supprimé, son téléphone toujours face cachée,
heures supplémentaires au travail, subtiles, étalées sur des mois. Mais elle n'a pas été assez prudente. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, faisant défiler mon téléphone, quand je l'ai vue. Une notification est apparue sur son écran alors qu'elle était dans la salle de bain, un aperçu de message unique, ce soir, c'était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Le nom de l'expéditeur, juste la lettre M. Je l'ai fixé, mon rythme cardiaque n'a même pas augmenté. Je m'en doutais déjà, ce n'était qu'une confirmation. Elle est sortie de la salle de bain, s'essuyant les cheveux avec une serviette, insouciante. Elle n'a pas vu le téléphone s'allumer. Je n'ai pas dit un mot, mais quelque chose a changé en moi. Jusqu'à ce moment, j'avais joué un jeu lent, un retrait psychologique, la laissant ressentir le poids de ses propres choix. Mais maintenant j'avais un avantage. Maintenant, il était temps de la briser. Le premier vrai coup. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. Elle est partie pour son bureau en me donnant un baiser à moitié sincère, comme si tout était normal. J'ai attendu exactement 20 minutes avant d'ouvrir mon ordinateur portable et de me mettre au travail. Première étape, découvrir qui était M. Cela n'a pas pris longtemps. Un rapide coup d'œil à notre facture de téléphone a montré un schéma, le même numéro encore et encore, tard dans la nuit. Puis j'ai recoupé avec ses réseaux sociaux. Ce n'était pas public, mais les gens sont négligents. Ils aiment leur routine. Et juste comme ça, je l'ai trouvé, Michel, un cadre de niveau intermédiaire dans une entreprise avec laquelle elle travaillait. Beau, d'une beauté polie et fausse. Un homme qui pensait probablement qu'il était intouchable. J'ai fait défiler son profil, regardant sa vie soigneusement élaborée, les vacances coûteuses, les costumes sur mesure, le sourire suffisant d'un homme qui pensait qu'il gagnait. J'ai presque ri. Il n'avait aucune idée que le jeu avait déjà changé. La collecte de preuves. Au cours des jours suivants, je suis devenu à la fois un fantôme et un chasseur. J'ai fait ce qu'elle ne pensait pas que j'étais capable de faire. J'ai suivi leurs messages, je l'ai suivi une fois, en gardant une distance de sécurité alors qu'elle travaillait tard dans un hôtel chic. J'ai même placé un petit tracker GPS sous sa voiture. Rien d'illégal, juste un simple appareil Bluetooth qui me permettait de voir où elle allait. Et la dernière pièce, j'ai engagé un détective privé. Parce que je n'allais pas seulement les exposer, j'allais les anéantir. Il a fallu moins d'une semaine au détective pour me fournir tout ce dont j'avais besoin, photos, textes, même des séquences vidéo d'eux entrant et sortant de la même chambre d'hôtel. J'avais tout. Et j'aurais pu l'affronter sur le champ, j'aurais pu lui jeter les preuves au visage, la regarder bégayer et supplier, la prendre dans sa propre toile de mensonges. Mais cela aurait été trop facile. Elle avait pris son temps pour détruire notre mariage. J'allais prendre mon temps pour la détruire. Le piège est tendu. La veille de mon action, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, proche, comme si elle essayait de combler le fossé qu'elle avait créé. Et, dit-elle doucement, presque timidement. Je l'ai regardée, l'expression vide. Oui. Elle hésita, puis se mordit la lèvre. J'ai l'impression que nous sommes distants ces derniers temps. Elle a eu l'audace de dire ça. Je suppose, ai-je répondu, évasif. Elle a soupiré. Je ne veux pas que nous nous éloignions. Nous nous sommes déjà éloignés de kilomètres, ma chérie. Tu ne l'avais juste pas encore réalisé. Alors j'ai fait quelque chose de cruel. J'ai souri, doux et rassurant, comme avant. Et j'ai dit, moi non plus. Ses épaules se sont détendues. Elle avait l'air soulagée, comme si elle venait de gagner quelque chose. Elle pensait qu'elle m'avait récupéré. Elle n'avait aucune idée que demain serait le pire jour de sa vie. La révélation. J'ai attendu qu'elle se prépare à se coucher avant de frapper. Elle était dans la salle de bain en train de se brosser les dents quand j'ai placé l'enveloppe sur son oreiller. À l'intérieur, il y avait tout, chaque SMS, chaque photo, chaque capture d'écran, chaque mensonge. Elle est revenue dans la chambre, fredonnant doucement, puis s'est figée. Ses yeux sont allés de l'enveloppe à moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tendue. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Elle a ramassé l'enveloppe, ses mains tremblaient en l'ouvrant. Puis elle a commencé à feuilleter les photos, les textes, la preuve indéniable de sa trahison. Sa respiration est devenue superficielle, ses lèvres se sont entr'ouvertes mais aucun son n'est sorti. Finalement, elle a levé les yeux vers moi,
son visage pâle comme la mort. Où as-tu? Sa voix s'est brisée. Elle n'a pas terminé la phrase. Elle savait que cela n'avait pas d'importance. Je l'avais attrapée, et elle était complètement, absolument, impuissante et foutue. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et j'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai souri, mais ce n'était pas gentil. C'était le sourire d'un homme qui avait déjà gagné. Tu n'as plus à me serrer dans tes bras, ai-je dit, ma voix calme, presque douce. Tu n'as plus à faire semblant. Tu es libre maintenant. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour nier, peut-être pour supplier, mais j'ai levé une main. Je ne vais pas discuter avec toi. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas demander pourquoi. J'ai laissé les mots s'enfoncer, la laisser ressentir leur poids. Parce que je ne m'en soucie plus. Le coup de grâce. Elle a aspiré une inspiration aiguë, les yeux brillants, ses doigts se resserrant autour de l'enveloppe comme si cela pouvait la protéger de la tempête qu'elle avait créée. Elle s'attendait à de la colère, à une dispute, peut-être même à des supplications désespérées. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une indifférence complète et totale. Et c'est ce qui l'a brisée. Parce qu'à ce moment-là, elle savait qu'elle m'avait déjà perdu. Le regret est un poison lent. Il ne tue pas instantanément. Il s'attarde, s'envenime, il se propage jusqu'à tout consumeur. J'ai su au moment où ma femme a vu l'épreuve, au moment où sa respiration s'est coupée, ses doigts ont tremblé et son visage s'est vidé de ses couleurs. C'était le début. Le délitement, la culpabilité, la destruction lente et inévitable de la vie qu'elle pensait encore avoir. Et j'allais en regarder chaque seconde. Le premier goût de sa nouvelle réalité. Je ne suis pas seulement parti cette nuit-là, je me suis effacé de sa vie. J'ai bloqué son numéro, je n'ai pas répondu aux emails, je n'ai pas reconnu les amis communs lorsqu'ils l'ont contacté en son nom. Je suis devenu un fantôme. Un homme qu'elle avait connu autrefois, un homme qu'elle avait eu autrefois, et maintenant un homme qu'elle ne pourrait plus jamais avoir. Elle avait choisi son chemin, et je l'ai laissé le parcourir seul. Les retombées publiques. Il n'a pas fallu longtemps pour que les conséquences la rattrapent. Son aventure n'a pas été exposée qu'à moi, je me suis assuré que tout le monde le sache, sa famille, ses amis, ses collègues. J'ai envoyé les preuves à la femme de Michel, qui n'a pas perdu de temps pour brûler son monde. Leur petite fantaisie s'est brisée. La femme de Michel a immédiatement demandé le divorce, et d'après ce que j'ai entendu, elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Quant à mon ex, elle a vite réalisé que son partenaire d'aventure n'était pas intéressé à jouer à la maison avec une femme qui n'avait plus rien à offrir. Ils ont duré 2 semaines après mon départ, puis soudain il est parti aussi. Et elle était vraiment, complètement seule. Le coup final. Des mois ont passé. J'avais tourné la page. J'ai eu mon propre appartement, un nouveau départ, de nouvelles routines, une nouvelle paix. Une vie qui était la mienne et la mienne seule. Puis, un soir, j'ai reçu un message d'elle. Elle avait trouvé un moyen de me joindre. J'ai regardé mon téléphone, lisant les mots encore et encore, pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'ai juste besoin de te voir. J'ai failli rire. C'était si prévisible. Elle avait joué son jeu et elle avait perdu. Elle avait échangé un homme bon contre un frisson bon marché, et maintenant elle voulait tout annuler, réécrire le passé, sauver l'épave. Mais les ponts, une fois brûlés, ne reviennent pas. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas tapé une seule lettre. J'ai simplement bloqué le numéro. Laissons-la s'enfermer dans son regret. Laissons-la vivre avec ses choix. Parce que j'avais déjà gagné, et elle passerait le reste de sa vie à le savoir. La dernière pensée. Les gens disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ça, c'était mieux que la vengeance. C'était la justice. Elle avait tout risqué et perdu, et le pire, c'est qu'elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Et moi? Je suis parti sans une seule égratignure.